qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nu. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit: Madame Grandet, allez à votre loto. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. Puis il tira vivement la porte de la salle, où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur des Grassins, lui dit sa femme. Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. En effet, dit le notaire en tirant sa vieille montre, épaisse de 2 doigts, et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Il est 9 heures. Peste, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. Et ce monsieur est-il jeune? Demanda l'abbé Grugeot. Oui, répondit monsieur des Grassins. Il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. Nanon ne revient pas, dit Eugénie. Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le président. Faisons les mises, s'écria doucement madame Grandet. À sa voix, j'ai vu que monsieur Grandet était contrarié. Peut-être ne serait-il pas content de s'apercevoir que nous parlons de ses affaires. Mademoiselle, dit Adolphe à sa voisine, ce sera sans doute votre cousin Grandet, un bien joli jeune homme que j'ai vu au bal de monsieur de Nucingen. Adolphe ne continua pas. Sa mère lui marcha sur le pied, puis en lui demandant à haute voix 2 sous pour sa mise. Veux-tu te taire, grand Nico, lui dit-elle à l'oreille. Veux-tu te taire, grand Nico, lui dit-elle à l'oreille. En ce moment, Grandet rentra sans la grande Nanon, dont le pas et celui du facteur retentirent dans les escaliers. Il était suivi du voyageur qui, depuis quelques instants, excitait tant de curiosité et préoccupait si vivement les imaginations que son arrivée en ce logis et sa chute au milieu de ce monde peut être comparée à celle d'un colimaçon dans une ruche ou à l'introduction d'un paon dans quelque obscure basse-cour de village. Asseyez-vous auprès du feu, lui dit Grandet. Avant de s'asseoir, le jeune étranger salua très gracieusement l'assemblée. Les hommes se levèrent pour répondre par une inclination polie, et les femmes firent une révérence cérémonieuse. Vous avez sans doute froid, monsieur, dit madame Grandet. Vous arrivez peut-être de... Voilà bien les femmes, dit le vieux vigneron, en quittant la lecture d'une lettre qu'il tenait à la main. Laissez donc monsieur se reposer. Mais, mon père, monsieur a peut-être besoin de quelque chose, dit Eugénie. Il a une langue, répondit sévèrement le vigneron. L'inconnu fut seul surpris de cette scène. Les autres personnes étaient faites aux façons despotiques du bonhomme. Néanmoins, quand ces 2 demandes et ces 2 réponses furent échangées, l'inconnu se leva, présenta le dos au feu, leva l'un de ses pieds pour chauffer la semelle de ses bottes, et dit à Eugénie: Ma cousine, je vous remercie. J'ai dîné à Tours, et, ajouta-t-il en regardant Grandet, je n'ai besoin de rien. Je ne suis même point fatigué. Monsieur vient de la capitale, demanda madame des Grassins. Monsieur Charles, ainsi se nommait le fils de monsieur Grandet de Paris, en s'entendant interpeller, prit un petit lorgnon suspendu
sur son œil droit pour examiner et ce qu'il y avait sur la table et les personnes qui y étaient assises, lorgna fort impertinemment Madame des Grassins et lui dit après avoir tout vu: Oui, madame, vous jouez au loto, ma tante, ajouta-t-il. Je vous en prie, continuez votre jeu. Il est trop amusant pour le quitter. J'étais sûre que c'était le cousin, pensait Madame des Grassins en lui jetant de petites œillades. 47, cria le vieil abbé. Marquez donc, Madame des Grassins, n'est-ce pas votre numéro? Monsieur des Grassins mit un jeton sur le carton de sa femme qui, saisi par de tristes pressentiments, observa tour à tour le cousin de Paris et Eugénie, sans songer au loto. De temps en temps, la jeune héritière lança de furtifs regards à son cousin, et la femme du banquier put facilement y découvrir un crescendo d'étonnement ou de curiosité. Le cousin de Paris, Monsieur Charles Grandet, beau jeune homme de 22 ans, produisait en ce moment un singulier contraste avec les bons provinciaux que déjà ses manières aristocratiques révoltaient passablement et que tous étudiaient pour se moquer de lui. Ceci fut une explication. À 22 ans, les jeunes gens sont encore assez voisins de l'enfance pour se laisser aller à des enfantillages. Aussi, peut-être, sur 100 d'entre eux, s'en rencontrerait-il bien 99 qui se seraient conduits comme se conduisait Charles Grandet. Quelques jours avant cette soirée, son père lui avait dit d'aller pour quelques mois chez son frère de Saumur. Peut-être M. Grandet de Paris, pensait-il à Eugénie. Charles, qui tombait en province pour la première fois, eut la pensée d'y paraître avec la supériorité d'un jeune homme à la mode, de désespérer l'arrondissement par son luxe, d'y faire époque et d'y importer les inventions de la vie parisienne. Enfin, pour tout expliquer d'un mot, il voulait passer à Saumur plus de temps qu'à Paris, à se brosser les ongles, et y affecter l'excessive recherche de mise que parfois un jeune homme élégant abandonne pour une négligence qui ne manque pas de grâce. Charles emporta donc le plus joli costume de chasse, le plus joli fusil, le plus joli couteau, la plus jolie gaine de Paris. Il emporta sa collection de gilets les plus ingénieux. Il y en avait de gris, de blanc, de noir, de couleurs scarabées à reflets d'or, de pailletés, de chinés, de doubles, à châle ou droit de col, à col renversé, de boutonnés jusqu'en haut, à boutons d'or. Il emporta toutes les variétés de cols et de cravates en faveur à cette époque. Il emporta 2 habits de buisson et son linge le plus fin. Il emporta sa jolie toilette d'or, présent de sa mère. Il emporta ses colifichets de dandy, sans oublier une ravissante petite écritoire donnée par la plus aimable des femmes, pour lui du moins, par une grande dame qu'il nommait Annette, et qui voyageait maritalement, ennuyeusement en Écosse, victime de quelques soupçons auxquels besoin était de sacrifier momentanément son bonheur. Puis, force joli papier pour lui écrire une lettre par quinzaine. Ce fut, enfin, une cargaison de futilités parisiennes aussi complète qu'il était possible de la faire. Et tout, depuis la cravache qui sert à commencer un duel, jusqu'au beau pistolet ciselé qui le termine, se trouvaient tous les instruments aratoires dont se sert un jeune oisif pour labourer la vie. Son père lui avait dit de voyager seul, et modestement, il était venu dans le coupé de la diligence retenue pour
son oncle y vivre enfin de la vie de château. Il ne savait pas le trouver à Saumur, où il ne s'était informé de lui que pour demander le chemin de Froidfond. Mais, en le sachant en ville, il crut l'y voir dans un grand hôtel. Afin de débuter convenablement chez son oncle, soit à Saumur, soit à Froidfond, il avait fait la toilette de voyage la plus coquette, la plus simplement recherchée, la plus adorable, pour employer le mot qui, dans ce temps, résumait les perfections spéciales d'une chose ou d'un homme. À Tours, un coiffeur venait de lui refriser ses beaux cheveux châtains. Il avait changé de linge et mis une cravate de satin noir, combinée avec un col rond, de manière à encadrer agréablement sa blanche et rieuse figure. Une redingote de voyage, à demi boutonnée, lui pinçait la taille et laissait voir un gilet de cachemire à châle, sous lequel était un second gilet blanc. Sa monture, négligemment abandonnée au hasard dans une poche, se rattachait par une courte chaîne d'or à l'une des boutonnières. Son pantalon gris se boutonnait sur les côtés, où des dessins brodés en soie noire enjolivaient les coutures. Il maniait agréablement une canne dont la pomme d'or sculptée n'altérait point la fraîcheur de ses gants gris. Enfin, sa casquette était d'un goût excellent. Un Parisien de la sphère la plus élevée, pouvait seul et s'agencer ainsi, sans paraître ridicule, et donner une harmonie de fatuité à toutes ces niaiseries que soutenait d'ailleurs un air brave, l'air d'un jeune homme qui a de beaux pistolets, le coup sûr et honnête. Maintenant, si vous voulez bien comprendre la surprise respective des Saumurois et du jeune Parisien, voir parfaitement le vil éclat que l'élégance du voyageur jetait au milieu des ombres grises de la salle et des figures qui composaient le tableau de famille, essayez de vous représenter les Cruchot. Tous les trois prenaient du tabac et ne songeaient plus depuis longtemps à éviter ni les roupies, ni les petites galettes noires qui parsemaient le jabot de leurs chemises rousses à col recroquevillé et à plis jaunâtres. Leurs cravates molles se roulaient en corde aussitôt qu'ils se les étaient attachés au cou. L'énorme quantité de linge qui leur permettait de ne faire la lessive que tous les 6 mois et de le garder au fond de leurs armoires laissait le temps y imprimer ses teintes grises et vieilles. Il y avait en eux une parfaite entente de mauvaise grâce et de sénilité. Leurs figures, aussi flétries que l'étaient leurs habits râpés, aussi plissés que leurs pantalons, semblaient usés, racornis et grimaçaient. La négligence générale des autres costumes, tous incomplets, sans fraîcheur, comme le sont les toilettes de province, où l'on arrive insensiblement à ne plus s'habiller les uns les autres, et à prendre garde au prix d'une paire de gants, s'accordait avec l'insouciance des Cruchot. L'horreur de la mode était le seul point sur lequel les grassinistes et les Cruchotins s'entendissent parfaitement. Le Parisien prenait-il son lorgnon pour examiner pour examiner les singuliers accessoires de la salle, les solives du plancher, le ton des boiseries ou les points que les mouches y avaient imprimés et dont le nombre aurait suffi pour ponctuer l'encyclopédie
Monsieur des Grassins et son fils, auquel la figure d'un homme à la mode n'était pas inconnue, s'associèrent néanmoins à l'étonnement de leurs voisins, soit qu'ils éprouvassent l'indéfinissable influence d'un sentiment général, soit qu'ils l'approuvassent en disant à leurs compatriotes par des œillades pleines d'ironie: voilà comment ils sont à Paris. Tous pouvaient d'ailleurs observer Charles à loisir, sans craindre de déplaire au maître du logis. Grandet était absorbé dans la longue lettre qu'il tenait, et il avait pris pour la lire l'unique flambeau de la table, sans se soucier de ses hôtes ni de leur plaisir. Eugénie, à qui le type d'une perfection semblable, soit dans la mise, soit dans la personne, était entièrement inconnu, crut voir en son cousin une créature descendue de quelque région séraphique. Elle respirait avec délice les parfums exaltés par cette chevelure si brillante, si gracieusement bouclée. Elle aurait voulu pouvoir toucher la peau blanche de ces jolis enfants. Elle enviait les petites mains de Charles, son teint, la fraîcheur et la délicatesse de ses traits. Enfin, si toutefois cette image peut résumer les impressions que que le jeune élégant produisit sur une ignorante fille, sans cesse occupée à rapetasser des pas, à ravoter la garde-robe de son père, et dont la vie s'était écoulée sous ses crasses lambris, sans voir dans cette rue silencieuse plus d'un passant par heure. La vue de son cousin fit sourdre en son cœur les émotions de fine volupté. Que causent à un jeune homme les fantastiques figures de femmes dessinées par Westall dans les keepsakes anglais et gravées par les Vinden d'un burin si habile qu'on a peur, en soufflant sur le vélin, de faire envoler ces apparitions célestes. Charles tira de sa poche un mouchoir brodé par la grande dame qui voyageait en Écosse. En voyant ce joli ouvrage fait avec amour pendant les heures perdues de l'amour, désolé mon ventre fait du bruit, Eugénie regarda son cousin pour savoir s'il allait bien réellement s'en servir. Les manières de Charles, ses gestes, la façon dont il prenait son lorgnon, son impertinence affectée, son mépris pour le coffret, qui venait de faire tant de plaisir à la riche héritière, et qu'il trouvait évidemment ou sans valeur ou ridicule. Enfin, tout ce qui choquait les Cruchot et les des Grassins lui plaisait si fort qu'avant de s'endormir, elle dut rêver longtemps à ce phénix